Michael était bien connu dans les rues de la ville de Lumonga. Fils unique d'un politicien richissime, il avait grandi dans l'opulence et le confort, dans une villa entourée de hauts murs, de caméras, de gardes armés et de voitures rutilantes. À 17 ans, il était déjà une figure locale, tête haute, regard sûr, vêtements de marque et téléphone toujours à la main. Il n'était pas seulement riche, il était convaincu d'être au-dessus des règles ordinaires, au-dessus des hommes, et même au-dessus des forces invisibles. Il se disait un mot que les jeunes de son quartier utilisaient pour désigner ceux qui sont intouchables, bénis, invincibles. Il se moquait des croyances populaires, des traditions africaines que sa grand-mère évoquait encore timidement lorsqu'elle venait leur rendre visite depuis le village. Selon lui, les phénomènes surnaturels étaient des contes poussiéreux bons pour les ignorants. La science, l'argent et le pouvoir étaient ses seuls dieux. Un jour, sur le chemin de l'école, Michael et ses amis passèrent par un raccourci qu'ils ne connaissaient pas. C'était une ruelle bordée de murs fissurés, envahie par les mauvaises herbes et le silence étrange des zones oubliées. Au bout de cette ruelle se trouvait une pierre, large, noire, posée contre le mur décrépit d'un ancien dépôt d'autobus désaffecté. Elle ne payait pas de mine, mais il y avait quelque chose de dérangeant dans sa présence. Des graffitis récents s'effaçaient déjà dessus, comme effacés par une main invisible. Les plus âgés de la ville disaient qu'elle était là depuis des générations, déplacée ici lors des grands travaux d'urbanisation, mais qu'elle portait une ancienne malédiction. Un mendiant assis non loin, les yeux rouges d'avoir pleuré ou bu, murmura en les voyant approcher « Ne touchez pas à cette pierre, et surtout, n'y urinez jamais. Elle garde la mémoire de ceux qui l'ont offensée. » Michael éclata de rire. Encore un fou de la rue avec ses histoires. Ses amis rirent aussi, mais certains détournèrent rapidement le regard. Il connaissait l'homme, un ancien enseignant devenu errant après avoir perdu sa fille dans des circonstances mystérieuses, liées à la pierre, disaient certains. Michael, en quête de défi, recula d'un pas, ouvrit sa braguette et urina directement sur la pierre. « Je te dis, même ta pierre magique ne peut rien contre moi !» lança-t-il, fier. Le mendiant détourna les yeux. Rien ne se produisit. Pas de grondement, pas de tremblement, juste un petit vent qui souffla doucement, comme un soupir. Les premiers signes vinrent 3 jours plus tard. Michael oublia son mot de passe de téléphone, un code qu'il utilisait depuis des années. Puis ce fut le chemin du retour chez lui, qu'il empruntait pourtant tous les jours. Il se perdit dans sa propre rue. Ses amis plaisantèrent sur son burn-out de riche, mais sa mère commença à s'inquiéter. Les jours passèrent et les oublis s'aggravèrent. Il appelait son oncle « Monsieur », sa cousine devenait « la fille là-bas ». Puis ce fut le tour de son prénom. Lorsqu'un professeur l'appela en classe, il resta figé, incapable de répondre. « Tu ne connais plus ton propre nom ?» se moqua quelqu'un. Mais Michael ne riait plus. Des examens médicaux furent faits. Scanner cérébral, test de mémoire, prise de sang. Tout semblait normal. Mais l'oubli progressait, implacable. Sa mémoire devenait un désert où les souvenirs se fanaient comme des feuilles mortes. Un soir, il erra seul dans les rues de Lumonga, incapable de retrouver le chemin de la maison. Les voitures, les lumières, les visages, tout lui semblait étranger. Il dormit sur un banc, comme un vagabond. C'est là que le mendiant réapparut. « Tu reviens vers elle, n'est-ce pas? La pierre que tu as méprisée, elle t'efface. » Michael, les yeux perdus, murmura faiblement « Pourquoi moi? Parce que tu t'es cru plus grand qu'elle. Tu as souillé un ancien pacte. Comment? Arrêter? Il faut que tu t'agenouilles devant elle, que tu offres ce que tu as de plus précieux, et que tu reconnaisses que tu n'es pas au-dessus des lois invisibles. » Le lendemain, Michael retourna à la ruelle. Il n'avait plus ses amis. Il n'avait plus ses souvenirs.
Il n'avait même plus ses vêtements de marque, troqués contre des haillons pour ne pas attirer l'attention. Mais il avait encore une chose. Sa montre. Une montre en or massif, offerte par son père pour ses 16 ans, gravée à l'arrière. À mon fils, pour toujours au sommet. Il la retira, s'agenouilla devant la pierre et la posa doucement dessus. Je ne suis pas Haé. Je ne suis qu'un homme. Pardonne-moi, dit-il d'une voix cassée. Le vent souffla de nouveau, plus fort, comme un cri cette fois. Et le silence. Il se leva, la tête légère. Il se souvenait de son prénom, de l'adresse de sa maison, de sa mère. Michael retourna chez lui. Il était changé, moins bruyant, plus humble. Il ne parlait plus de puissance ou de richesse. Il reprit ses études avec sérieux, s'impliqua dans des projets sociaux et revint souvent dans cette ruelle, non plus pour défier la pierre, mais pour l'entretenir, la nettoyer, l'entourer de fleurs. Un jour, il demanda à sa mère de retrouver les racines de leur famille, de retourner au village, de comprendre les anciens pactes, les anciens esprits. Il avait compris une leçon que l'argent ne pouvait enseigner. En Afrique, tout ce qui est invisible n'est pas imaginaire. Et parfois, le respect vaut plus que l'or. Les mois passèrent. À Lumonga, les gens remarquèrent le changement. Michael, le fils du puissant, n'était plus ce jeune arrogant au rire méprisant. Il marchait désormais à pied, sans escorte, saluait les agents de sécurité, parlait aux chauffeurs de taxi et donnait de la nourriture aux enfants des rues. Il retourna dans les établissements qu'il avait jadis fréquentés avec suffisance, mais cette fois, il s'asseyait au fond de la classe, prenait des notes et posait des questions avec une humilité étonnante. Même ses professeurs, d'abord sceptiques, finirent par croire à ce changement. Mais ce que personne ne savait, c'est que Michael avait désormais une obsession, comprendre ce qui s'était réellement passé. Il ne se contentait plus d'avoir été pardonné. Il voulait apprendre, découvrir, honorer ce qu'il avait profané. Il se mit à lire les vieux livres de tradition, à écouter les griots de la ville, à fréquenter les vieux conteurs sur les marchés. Il posait des questions aux anciens, aux gardiens de la mémoire orale. Et c'est ainsi qu'il apprit l'histoire de la pierre de l'oubli. Autrefois, bien avant que Lumonga ne devienne une ville moderne, le terrain où reposait la pierre était un bois sacré. Les prêtres du clan de l'Étoile y déposaient les secrets et les fautes des membres de la communauté. La pierre servait de mémoire mystique. Elle avalait les souvenirs liés au péché, mais si l'on la profanait, elle rendait l'oubli à celui qui l'avait défié, jusqu'à ce qu'il devienne étranger à lui-même. C'était à la fois une tombe et un juge. Les autorités modernes l'avaient déplacé sans consulter les chefs spirituels, croyant qu'il ne s'agissait que d'un rocher sans valeur. Mais la pierre ne s'était pas tue. Michael comprit qu'il avait été chanceux. Très peu de ceux qui défiaient la pierre revenaient. Le mendiant, lui aussi, avait été victime. Sa fille avait uriné sur la pierre par jeu. Elle avait disparu une semaine plus tard, corps jamais retrouvé. Une nuit, Michael revint voir le mendiant. Il s'agenouilla devant lui tendit une boîte soigneusement emballée. « Ceci vous revient », dit-il simplement. Le vieil homme l'ouvrit, c'était la montre en or. « Je n'en ai plus besoin », ajouta Michael. « Elle symbolise l'orgueil. J'aimerais que vous en fassiez ce que vous jugez bon. » Les yeux du mendiant se remplirent de larmes. Ce n'était pas pour la montre. C'était pour ce garçon qui, malgré tout, avait survécu à la pierre et était revenu pour apprendre. Plus tard, Michael proposa au maire de Lumonga un projet étrange. Faire de la ruelle de la pierre un espace de mémoire et de respect. Un jardin urbain avec des panneaux racontant les légendes, un espace de silence et des bancs pour ceux qui veulent méditer. Au début, on se moqua de lui. « Tu veux transformer une ruelle sale en musée des esprits ?» Mais il insista, finança lui-même les travaux et invita les anciens à bénir l'espace. Peu à peu, les moqueries cessèrent. La ruelle devint un lieu paisible, fréquenté par les étudiants, les artistes et même les hommes politiques à la recherche de répit. On l'appela « la voie de la pierre ».
Des années plus tard, Michael devint un écrivain et un penseur respecté. Il refusa de faire carrière en politique, malgré l'insistance de son père. Il préférait enseigner, écrire et transmettre. Son premier livre s'intitulait « L'homme qui oublia son nom ». Il y racontait, sans jamais donner tous les détails, son expérience face à la pierre de l'oubli. Le livre fit grand bruit. Certains y virent une fable, d'autres un témoignage mystique. Mais tous s'accordèrent à dire qu'il portait une sagesse rare. Michael fonda une organisation dédiée à la préservation des traditions orales africaines. Il parcourut tout le pays, visitant les villages oubliés, enregistrant les récits, formant des jeunes à écouter, à écrire, à raconter. Son but n'était plus de défier l'invisible, c'était de le comprendre, de le respecter. Un soir, dans une émission télévisée, on lui demanda « Michael, si vous aviez un message pour les jeunes Africains d'aujourd'hui, quel serait-il » Il sourit, regarda la caméra et dit simplement « N'oubliez jamais que certaines choses ne s'expliquent pas, mais elles existent. Le respect n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Et l'humilité peut vous sauver là où l'argent vous trahit. » Et à Lumonga, dans le jardin silencieux de la ruelle transformée, un enfant, assis sur un banc, demanda à sa mère « Maman, c'est vrai que la pierre fait oublier les choses ?» La mère sourit doucement. « C'est vrai, mais elle peut aussi nous rappeler qui nous sommes vraiment. »